En janvier 1928, Carl Jung examinait les notes d'une patiente lorsqu'il a remarqué quelque chose qui l'a interrompu dans son travail pendant 40 minutes. Il venait d'identifier une configuration, un schéma, qui apparaissait dans 17 cas différents. Des personnes hypersensibles arrivant à son cabinet vibrantes, débordantes d'énergie, et après des mois, voire des années, dans des relations spécifiques, se retrouvaient littéralement dévitalisées. Jung a écrit « C'est comme si l'énergie psychique était aspirée vers un autre récipient ». Ce que Jung n'avait pas les outils pour mesurer en 1928, Andrew Huberman l'a mesuré avec la neuroimagerie fonctionnelle en 2023. Et ce qu'il a découvert a validé neurologiquement l'avertissement crucial que Jung avait lancé à propos des personnes hypersensibles et du vampirisme énergétique. Mais avant de révéler les mécanismes cérébraux exacts que Huberman a identifiés, vous devez comprendre pourquoi cette connaissance est restée enfouie pendant 95 ans et ce qui se passe dans votre propre cerveau lorsque vous devenez, sans vous en rendre compte, une source d'énergie pour une autre personne. Jung a documenté le premier cas en détail en février 1928. Une consultante de 29 ans, enseignante, mariée depuis 3 ans. Elle a décrit les choses ainsi. « Quand j'ai rencontré mon mari, je courais des marathons, je peignais. J'écrivais de la poésie. Maintenant, j'ai du mal à sortir du lit le week-end. Et lui, il semble plus énergique que jamais. » Jung a posé une question précise. « Quand vous êtes près de lui, que se passe-t-il dans votre corps ?» Elle a répondu « J'ai l'impression que quelque chose est aspiré hors de moi, comme si je me vidais. » Jung a appelé cela la participation mystique pathologique. C'était un concept qu'il avait étudié dans des tribus primitives, où l'identité psychique d'une personne se fondait avec celle d'une autre. Mais il voyait cela se produire dans des relations modernes. Et ce qui l'a perturbé, c'est de réaliser que cette fusion n'était pas réciproque. Une personne aspirait, l'autre était aspirée. Et les personnes hypersensibles étaient toujours celles qui étaient aspirées. Huberman a étudié ce phénomène 95 ans plus tard, en utilisant l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Il a recruté 52 participants qui s'identifiaient comme des personnes hypersensibles. La moitié étaient dans des relations qu'il décrivait comme énergétiquement équilibrées. L'autre moitié était dans des relations où ils se sentaient constamment vidés. Il a mesuré 3 choses: l'activation cérébrale pendant l'interaction sociale, les niveaux de cortisol tout au long de la journée et la connectivité fonctionnelle entre les régions de régulation émotionnelle. Ce qu'il a découvert a complètement changé notre compréhension de ce que Jung appelait le vampirisme énergétique. Les personnes hypersensibles dans des relations équilibrées ont montré une activation normale du cortex préfrontal ventromédian pendant les interactions sociales. C'est la région responsable de la régulation émotionnelle et du sentiment d'identité. Elles ont également montré une connectivité saine entre le cortex préfrontal et l'amygdale, permettant de traiter les émotions sans être submergées. Mais les personnes hypersensibles dans des relations toxiques, complètement différents, leur cortex préfrontal ventromédian montrait une hyperactivation constante, pas seulement pendant les interactions, mais tout le temps. C'était comme si le cerveau était en mode de régulation émotionnelle permanente, essayant de traiter et de stabiliser non seulement ses propres émotions, mais aussi les émotions de l'autre personne. Et voici la partie qui a validé Jung 95 ans plus tard. Cette hyperactivation n'était pas un choix conscient. C'était une reconfiguration neurologique forcée par la dynamique de la relation. Huberman a mesuré davantage. Il a découvert que les personnes hypersensibles vidées de leur substance avaient 47% plus d'activation dans l'insula antérieure, la région qui traite les états internes du corps et l'empathie viscérale, et la connectivité entre l'insula et le cortex singulaire antérieur,
responsable de l'intégration de l'émotion et de la cognition, était réduite de 34%. Qu'est-ce que cela signifie neurologiquement? Le cerveau de la personne hypersensible était constamment en train de traiter des états émotionnels, mais il ne parvenait pas à intégrer ces émotions de manière à ce qu'elles aient un sens ou qui permettent une régulation. C'était de l'absorption sans traitement. Une entrée sans sortie. Exactement ce que Jung décrivait comme une perte d'énergie psychique. Mais il y a quelque chose de plus précis qu'Huberman a découvert. Quelque chose qui explique pourquoi certains types de personnes épuisent les personnes hypersensibles et d'autres pas. Il a également mesuré l'activation cérébrale des partenaires. Et voici ce qui a terrifié les chercheurs, les partenaires que les personnes hypersensibles décrivaient comme épuisants. Ont montré un schéma neurologique spécifique, faible activation dans leur propre région de régulation émotionnelle et forte activation dans les régions de traitement de la récompense, lorsqu'ils étaient près de la personne hypersensible. Neurologiquement, ils ne régulaient pas leurs propres émotions. Ils utilisaient le système nerveux de la personne hypersensible pour réguler à leur place. Et leur système de récompense s'activait. Parce que cette régulation externe fonctionnait, ils se sentaient mieux, plus stables, plus énergiques, non pas parce qu'ils avaient développé une capacité interne, mais parce qu'ils extrayaient une capacité externe. C'est ce que Jung appelait en 1928 le vampirisme énergétique. Et Huberman vient de prouver neurologiquement en 2023 que ce n'est pas une métaphore, c'est un mécanisme mesurable. Laissez-moi vous montrer exactement comment cela fonctionne au quotidien. Jung a documenté le cas d'une consultante appelée Sophie. Elle travaillait comme infirmière, tous les jours. Elle était confrontée à des patients en souffrance. Elle traitait des émotions intenses et elle parvenait tout de même à maintenir un équilibre. Mais quand elle rentrait à la maison et que son mari commençait à parler de sa journée, elle ressentait un épuisement physique. Jung a demandé « Que se passe-t-il exactement quand il commence à parler ?» Sophie, j'ai l'impression que je dois réparer ce qu'il ressent, pas parce qu'il le demande, mais parce que si je ne le répare pas, quelque chose de mauvais va arriver. Et pendant que j'essaie de réparer, j'ai l'impression que mon énergie est aspirée. Jung. Et après que vous ayez réparé? Sophie. Il va bien. Énergisé même. Et moi, je suis complètement vide. C'est ce que Jung appelait le transfert de libido unilatéral. La libido, pour Jung, n'était pas seulement sexuelle, c'était de l'énergie psychique vitale, la force qui anime la vie psychologique. Et il voyait cette énergie être transférée d'un système psychique à un autre, sans réciprocité. Huberman a testé cela. Il a placé des paires de participants dans des scanners IRMF simultanés, une personne hypersensible et un partenaire épuisant. Et il a demandé au partenaire épuisant de partager quelque chose d'émotionnellement difficile, pendant qu'ils observaient les deux cerveaux. Ce qui s'est passé était fascinant. Quand le partenaire épuisant commençait à parler de souffrance émotionnelle, son système limbique, responsable du traitement des émotions, montrait une activation initiale, mais en moins de 30 secondes, cette activation commençait à diminuer, pas parce qu'il était en train de traiter l'émotion, mais parce qu'autre chose se produisait. Le système limbique de la personne hypersensible commençait à s'activer proportionnellement. Plus le partenaire épuisant parlait, plus la personne hypersensible activait les régions de traitement émotionnel. Et voici la partie cruciale. L'activation chez le partenaire épuisant continuait de baisser, tandis que l'activation chez la personne hypersensible continuait d'augmenter. C'était comme si la charge émotionnelle était transférée d'un cerveau à un autre. Le partenaire épuisant se déchargeait, la personne hypersensible absorbait,
Et quand la conversation se terminait, les examens montraient que le cortex préfrontal du partenaire épuisant revenait rapidement à son état de base. Il se sentait soulagé, régulé, dynamisé. Le cortex préfrontal de la personne hypersensible, il restait hyperactivé pendant des heures. Le cerveau continuait d'essayer de traiter et de réguler la charge émotionnelle qu'il avait absorbée. Et cela consommait une énergie neurologique mesurable. Huberman a mesuré la dépense métabolique. Les personnes hypersensibles, après ces interactions, montraient une consommation de glucose 52% plus élevée dans les régions préfrontales par rapport à leur état de base. Le cerveau brûlait littéralement plus de carburant pour traiter des émotions qui n'étaient même pas originellement les leurs. Et quand cela se produisait répétément, jour après jour, mois après mois, Huberman a observé quelque chose que Carl Jung avait prévu en 1928, une déplétion neurologique chronique. Le cortex préfrontal ventromédial commençait à montrer des signes d'atrophie fonctionnelle, pas d'atrophie physique, mais une réduction de l'efficacité de l'activation. C'était comme un muscle surchargé perdant de sa force. La connectivité entre les régions de régulation émotionnelle commençait à s'affaiblir. Le cerveau était si constamment activé en essayant de réguler les émotions extérieures qu'il perdait la capacité de réguler efficacement ses émotions intérieures et les niveaux de cortisol. L'hormone du stress restait chroniquement élevée. Même quand la personne hypersensible n'était pas près du partenaire épuisant. Le système nerveux restait en état d'alerte, anticipant le prochain épuisement. Carl Jung appelait cela une névrose de déplétion. Huberman appelait cela une dérégulation chronique de l'axe HPA. Mais neurologiquement, c'est la même chose. Le système nerveux de la personne hypersensible entre en mode de survie parce qu'il donne constamment de l'énergie qu'il ne parvient pas à reconstituer. Et voici ce qui a vraiment effrayé Carl Jung, et ce que Huberman a confirmé 95 ans plus tard. Les personnes hypersensibles ne réalisent pas que cela se produit, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Pourquoi ? Parce que le processus d'épuisement active les mêmes régions cérébrales qui traitent la connexion et le but. Neurologiquement, il semble que vous soyez en train d'aider, il semble que vous soyez utile, il semble que vous soyez en train d'aimer, mais biochimiquement, vous vous épuisez. Carl Jung a observé que les personnes hypersensibles dans des relations épuisantes décrivaient souvent un sentiment de but lorsqu'elles régulaient les émotions de leur partenaire. Elles sentaient qu'elles faisaient quelque chose d'important. Et cela masquait l'épuisement jusqu'au point de rupture. Huberman a mesuré cela. Quand les personnes hypersensibles absorbaient la charge émotionnelle de partenaires épuisants, le noyau accumbens, la région de la récompense, montrait une activation. Le cerveau libérait de la dopamine parce qu'il sentait qu'il remplissait une fonction valable. Mais simultanément, l'hypothalamus activait une réponse de stress et le cortex préfrontal surchargeait. Récompense et épuisement en même temps, but et déplétion se produisant neurologiquement en parallèle. Et cela crée une boucle que Carl Jung appelait l'emprisonnement psychique. La personne hypersensible continue d'être épuisée parce qu'elle sent un but dans cet épuisement. Et plus elle est épuisée, plus elle dépend de ce but pour justifier l'épuisement. Huberman a trouvé des personnes hypersensibles qui avaient été dans des relations épuisantes pendant 10, 15, 20 ans, et quand il leur demandait pourquoi elles ne partaient pas, la réponse était toujours une variation de la même chose. Il a besoin de moi. Si je pars, il va s'effondrer. Et neurologiquement, cette croyance n'était pas une illusion, c'était un traitement précis. Les partenaires épuisants s'effondraient vraiment quand les personnes hypersensibles établissaient des limites, parce qu'ils avaient complètement externalisé la régulation émotionnelle. Ils n'avaient pas développé les circuits neuronaux pour traiter leurs propres émotions.
Ils avaient externalisé cela vers le système nerveux de la personne hypersensible. Et les personnes hypersensibles sentaient cette dépendance viscéralement. L'insula antérieure traitait l'effondrement imminent de l'autre comme une menace pour leur propre système nerveux. Carl Jung a écrit en 1931 « Le plus grand danger pour la personne hypersensible n'est pas le vampire émotionnel. C'est la croyance que sauver le vampire est plus important que de préserver sa propre vitalité. » Mais il y a une chose que Carl Jung a découverte à propos de ce processus que Huberman n'a pu mesurer que récemment. Et cette chose est ce qui définit vraiment si une personne hypersensible parvient à sortir de cette dynamique ou non. Carl Jung a observé que certaines personnes hypersensibles parvenaient à reconnaître l'épuisement et à établir des limites. D'autres, non. Et la différence n'était pas la force de volonté ou l'amour de soi. La différence était ce que Carl Jung appelait la conscience de sa propre énergie. Les personnes hypersensibles qui reconnaissaient l'épuisement avaient développé la capacité de sentir leur propre niveau d'énergie psychique en temps réel. Elles savaient quand elles étaient pleines, quand elles étaient vides et quand elles étaient en train d'être épuisées. Les personnes hypersensibles qui ne reconnaissaient pas vivaient dans un état de dissociation énergétique. Elles ne sentaient pas leur propre déplétion jusqu'à ce qu'elle soit aiguë. Et à ce point, les dommages neurologiques étaient déjà significatifs. Huberman a testé cela avec un protocole simple. Il a demandé aux personnes hypersensibles de classer leur niveau d'énergie plusieurs fois par jour sur une échelle de 1 à 10, et il leur a demandé de noter quand ces niveaux changeaient et en réponse à quoi. Les personnes hypersensibles, dans des relations équilibrées, avaient une précision de 89% dans l'identification des fluctuations d'énergie. Elles savaient quand des interactions spécifiques les remplissaient ou les épuisaient. Les personnes hypersensibles dans des relations épuisantes avaient une précision de 34%. Elles ne parvenaient pas à identifier les schémas. La dissociation énergétique était si chronique qu'elles avaient perdu l'interoception, la capacité de sentir leurs états intérieurs. Et voici pourquoi cela est important neurologiquement. La dissociation énergétique n'est pas un choix psychologique. C'est une adaptation neurologique au stress chronique. Quand le système nerveux est constamment surchargé, il désactive les signaux d'alerte pour permettre un fonctionnement de base. C'est le même mécanisme qui se produit dans les traumatismes. Le corps arrête de signaler le danger parce que le danger est constant. Et sans signaux de danger, la personne continue dans une situation traumatisante sans réaliser qu'elle doit partir. Carl Jung a mis en garde contre cela dans son dernier écrit sur les personnes hypersensibles en 1951, 2 ans avant de mourir. Il a écrit « Une personne hypersensible qui a perdu conscience de sa propre énergie n'est plus une personne hypersensible. C'est un hôte, et la fonction de l'hôte est de maintenir le parasite en vie. Même si cela signifie sa propre mort psychique. » Ce furent les mots exacts, mort psychique, et Huberman a mesuré exactement ce que Carl Jung voulait dire. Il a fait des scanners de personnes hypersensibles qui avaient été dans des relations épuisantes pendant plus de 5 ans. Et il a comparé cela avec des scanners de personnes hypersensibles dans des relations équilibrées. La différence était visible sur les images. Le volume de l'hippocampe, une région critique pour la mémoire et la régulation émotionnelle, était 23% plus petit chez les personnes hypersensibles chroniquement épuisées. Le cortex préfrontal montrait une réduction de 18% de l'épaisseur corticale. Et la connectivité fonctionnelle entre les régions qui composent ce que les neuroscientifiques appellent le réseau du mode par défaut était compromise à 41%. Une atteinte significative. Neurologiquement parlant, des années de vampirisme énergétique chronique avaient causé une atrophie mesurable. C'est un fait. Et voici ce que cela signifie concrètement.
Les personnes hypersensibles chroniquement vidées de leur substance avaient perdu la capacité d'accéder à leur propre identité, de réguler leurs propres émotions et de ressentir une énergie vitale qui ne soit pas une simple réaction à autrui. Elles existaient en fonction de l'autre. Et le cerveau s'était réorganisé pour optimiser cette fonction, même si cela signifiait effacer le soi dans le processus. C'est une meurtre psychique. Ce n'est pas une simple métaphore jungienne. C'est une atrophie neurologique mesurable, validée par la science. Mais voici ce que Carl Jung a découvert en 1928, ce qui a donné de l'espoir, et ce que Huberman a confirmé en 2023, transformant cet espoir en un protocole concret. Cette atrophie est réversible. C'est essentiel de le comprendre. Carl Jung a documenté 12 cas de personnes hypersensibles qui sont sorties de relations toxiques et ont retrouvé une énergie vitale complète. Il a appelé cela une renaissance psychique et a observé que la récupération suivait des étapes prévisibles. Première étape, l'effondrement initial. Lorsque la personne hypersensible finit par poser des limites ou quitte la relation, il y a une période d'épuisement profond. Carl Jung décrivait cela comme si toute l'énergie qui était maintenue artificiellement disparaissait soudainement. Les personnes hypersensibles décrivaient « Je pensais que j'allais me sentir libre, mais je me sens juste morte, vidée. » Carl Jung expliquait « Vous n'êtes pas mort. Vous êtes enfin en train de ressentir à quel point vous étiez vidé. L'épuisement a toujours été là. Vous avez juste arrêté de vous dissocier de lui. » Deuxième étape, le retour de la sensation. Après des semaines ou des mois, les personnes hypersensibles commençaient à ressentir à nouveau. Pas de grandes émotions, mais de petites sensations. Une faim véritable, et non pas simplement manger parce que c'est l'heure. Une fatigue authentique, et non pas seulement un épuisement chronique. Un plaisir véritable dans les choses simples. Carl Jung appelait cela la reconnexion avec la fonction sentiment. Le système nerveux se recalibrait pour ressentir à nouveau les états internes. Troisième étape, la colère. Presque toutes les personnes hypersensibles traversaient une phase de colère intense lorsqu'elles réalisaient combien de temps elles avaient perdu, combien d'elles-mêmes elles avaient sacrifié, et que l'autre personne n'avait jamais eu l'intention de réciproquer. Carl Jung ne voyait pas cela comme un problème. Il le voyait comme un signe que l'énergie psychique était de retour. La colère est de l'énergie, et les personnes hypersensibles qui avaient été vidées de leur substance pendant des années avaient besoin de cette énergie pour reconstruire des limites, solidement. Quatrième étape, la reconstruction de l'identité. Avec l'énergie de retour, les personnes hypersensibles commençaient à redécouvrir qui elles étaient en dehors de la fonction de réguler l'autre. Des intérêts qu'elles avaient abandonnés, des relations qu'elles avaient négligées, des versions d'elles-mêmes qu'elles avaient oubliées. Carl Jung observait que ce processus prenait entre 12 et 24 mois, en fonction de la durée pendant laquelle la personne hypersensible avait été vidée de sa substance. Huberman a testé exactement cela 95 ans plus tard, avec les outils de la neuroimagerie. Il a recruté 38 personnes hypersensibles qui étaient sorties de relations toxiques au cours des 6 derniers mois. Il a fait des scans initiaux, puis des scans tous les 3 mois pendant 18 mois. Ce qu'il a vu sur les images a confirmé chaque étape que Carl Jung avait décrite. Impressionnant. Premiers 3 mois, pas de changement significatif sur les images cérébrales. L'hippocampe était toujours atrophié. Le cortex préfrontal montrait toujours une épaisseur réduite. Mais les niveaux de cortisol commençaient à se normaliser. Le système nerveux sortait du mode de survie. Peu à peu, mois 3 à 6, premier changement visible. La connectivité fonctionnelle entre les régions de régulation émotionnelle commençait à se renforcer. Ce n'était pas encore revenu à la normale, mais la trajectoire était claire.
Le cerveau reconnectait des circuits qui avaient été supprimés. Mois 6 à 9. L'insula antérieure montrait une activation plus équilibrée. Plus d'hyperactivation constante essayant de traiter les états de l'autre personne, mais une activation réactive, traitant les états du propre corps quand cela était nécessaire. Mois 9 à 12, le cortex préfrontal ventromédial commençait à récupérer de l'épaisseur corticale, 8% d'augmentation en moyenne, et l'hippocampe montrait les premiers signes de neuroplasticité, une petite croissance volumétrique de 4%. Mois 12 à 18. Consolidation. Les cerveaux des personnes hypersensibles qui étaient sorties de relations toxiques 18 mois auparavant étaient neurologiquement indiscernables des personnes hypersensibles qui n'avaient jamais expérimenté de vampirisme émotionnel chronique. Récupération complète, inversion totale de l'atrophie. C'est une nouvelle formidable. Et voici la partie la plus importante. Cette récupération ne se produisait que si la personne hypersensible maintenait une séparation avec la relation toxique. Les personnes hypersensibles qui y sont retournées ou qui ont maintenu un contact fréquent n'ont montré aucune récupération neurologique, même après 18 mois. Pourquoi? Parce que le schéma de vampirisme énergétique ne nécessite pas une proximité physique constante. Il nécessite une disponibilité énergétique. Et tant que la personne hypersensible restait disponible pour réguler les émotions de l'autre, même occasionnellement, le cerveau maintenait la configuration d'hôte. Carl Jung a mis en garde contre cela en 1934. Il a écrit « Le vampire énergétique n'a pas besoin d'un accès constant. Il a seulement besoin d'un accès suffisant pour maintenir le schéma actif. » Et les personnes hypersensibles confondent compassion et disponibilité. Vous pouvez avoir de la compassion sans être une batterie externe. Huberman a mesuré cela. Les personnes hypersensibles qui maintenaient un contact mensuel avec d'anciens partenaires toxiques ont montré des schémas neurologiques identiques aux personnes hypersensibles encore dans des relations toxiques. Une interaction par mois était suffisante pour maintenir une hyperactivation chronique du système de régulation émotionnelle. Le cerveau ne différencie pas la fréquence. Il identifie un schéma. Et un vampirisme mensuel signale que le schéma est toujours actif. Perturbant. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment reconnaître si vous êtes dans une dynamique de vampirisme énergétique. Parce que la plupart des personnes hypersensibles ne le réalisent pas avant qu'il ne soit trop tard. Carl Jung a développé ce qu'il a appelé le diagnostic de vitalité. C'était une série de questions simples qui révélaient si l'énergie psychique circulait ou se perdait. Première question. Vous sentez-vous plus fatigué après avoir été avec cette personne, même si l'interaction a été positive? Si oui, le vampirisme est en cours, parce que les interactions équilibrées, même lorsqu'elles sont émotionnellement intenses, laissent les deux personnes énergisées ou les deux personnes fatiguées. Lorsque seule une personne est vidée de sa substance, c'est un transfert unilatéral. Deuxième question. Vous sentez-vous obligé de réparer les états émotionnels de cette personne? Si oui, vous externalisez votre propre régulation émotionnelle pour réguler l'autre, et cela crée un schéma où votre système nerveux est constamment activé en fonction d'un autre système nerveux. Troisième question. Lorsque vous posez des limites, l'autre personne s'effondre émotionnellement. Si oui, elle n'a pas développé la capacité d'autorégulation. Elle dépend neurologiquement de vous comme régulateur externe, et ce n'est pas de l'amour, c'est une dépendance parasitaire. Dangereux. Quatrième question. Vous sentez-vous que si vous partez, la personne va s'autodétruire? Si oui, vous avez internalisé la responsabilité de la survie psychique d'un autre adulte. Et ce n'est pas de l'empathie, c'est une fusion psychique pathologique. Ogzik, cinquième question. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous vous êtes senti vibrant, plein d'énergie vitale,
sans réagir aux besoins d'une autre personne, si vous ne vous en souvenez pas, ou si cela remonte à plus de 6 mois, vous êtes déjà à un stade avancé d'épuisement. Votre système nerveux est en mode survie, priorisant la régulation externe à la vitalité interne. Huberman a transformé ces 5 questions en un protocole d'évaluation. Il a demandé à des personnes hypersensibles d'y répondre chaque semaine pendant 3 mois. Les personnes hypersensibles engagées dans des relations équilibrées répondaient non aux 4 premières questions et oui à la 5e de manière constante. Les personnes hypersensibles dans des relations épuisantes répondaient oui aux 4 premières et non à la 5e. Et plus il y avait de oui, plus le drainage neurologique était sévère lors des examens. Les personnes hypersensibles qui répondaient oui aux 4 premières questions montraient les schémas les plus extrêmes d'atrophie corticale et de dérégulation de l'axe HPA. Et voici ce que Huberman a découvert, ce qui a tout changé. La reconnaissance consciente du schéma initie immédiatement la récupération neurologique. Il a mesuré les personnes hypersensibles avant et après avoir regardé une vidéo éducative expliquant les mécanismes du vampirisme énergétique. Le simple fait de nommer le schéma et de comprendre les mécanismes cérébraux provoquait un changement mesurable. L'hyperactivation du cortex préfrontal ventromédial réduisait de 12% en moyenne. La réponse du cortisol aux interactions avec un partenaire énergivore diminuait de 18%. Et les personnes hypersensibles rapportaient ressentir leurs propres frontières énergétiques pour la première fois depuis des années. Pourquoi la nomination a-t-elle un pouvoir neurologique? Parce que lorsque vous nommez un schéma, vous activez le cortex préfrontal dorsolatéral, la région de la métacognition et du contrôle exécutif. Et cette activation vous permet d'observer le schéma au lieu d'être immergé dedans. Carl Jung appelait cela la conscience libératrice. Huberman appelait cela la métaconscience activée. Mais neurologiquement, c'est la même chose. Vous créez une distance suffisante entre le soi et le schéma pour faire des choix différents. Et des choix différents créent des circuits neuronaux différents. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez reconnu le schéma, vous avez déjà initié le processus de récupération. Votre cerveau active déjà les régions qui vous permettent de sortir de cette dynamique. Mais il existe un protocole spécifique qui accélère la récupération. Et ce protocole provient directement de ce que Carl Jung enseignait en 1928. Et que Huberman a validé en 2023, protocole de récupération énergétique en 4 phases. Phase 1. Établissement de la séparation. Il ne s'agit pas seulement de distance physique, il s'agit d'une reconfiguration neurologique de la disponibilité. Vous devez signaler à votre propre système nerveux que vous n'êtes plus responsable de la régulation des émotions d'une autre personne. Cela nécessite, au minimum, 90 jours de contact zéro. Aucun message, aucune vérification, aucune disponibilité émotionnelle. Pourquoi 90 jours? Parce que Huberman a mesuré qu'il faut 90 jours de séparation complète pour que le cortex préfrontal commence à réduire l'hyperactivation chronique. Moins que cela. Et le cerveau maintient une configuration d'hôte en mode veille, attendant la prochaine activation, phase 2, reconnexion interoceptive. Vous devez réapprendre à ressentir vos propres états internes. Carl Jung enseignait un exercice simple, 3 fois par jour. Arrêtez-vous pendant 2 minutes et faites un scan corporel, pas pour vous détendre, pour ressentir. Où ressentez-vous de la tension? Où ressentez-vous du vide? Où ressentez-vous de l'énergie? Ne changez rien. Sentez et nommez simplement. Huberman a testé cela. Les personnes hypersensibles qui ont fait un scan interoceptif 3 fois par jour pendant 60 jours ont montré une augmentation de 34% de l'activation de l'insula antérieure pendant le traitement des états internes. Le cerveau reconnectait sa capacité à ressentir le
SOA, phase 3. Reconstruction des limites énergétiques. Carl Jung enseignait un exercice qui semblait étrange, mais qui fonctionnait. Imaginez un bouclier de verre transparent autour de vous. Vous pouvez voir et entendre les émotions des autres, mais elles ne pénètrent pas, elles se réfléchissent. Ce n'est pas de la dissociation, c'est de la différenciation. Vous ressentez toujours de l'empathie, mais vous n'absorbez pas la charge émotionnelle qui n'est pas la vôtre. Huberman a mesuré cela en cela. Utilisant un protocole de visualisation guidée, les personnes hypersensibles qui ont pratiqué la visualisation des limites pendant 10 minutes par jour pendant 6 semaines ont montré une réduction de 28% de l'hyperactivation du système limbique lors de l'exposition à la détresse émotionnelle des autres. Le cerveau apprenait qu'il peut traiter l'empathie sans assumer la responsabilité de la régulation. Phase 4. Culture de la vitalité autonome. Carl Jung disait « L'énergie psychique a besoin d'investissement. Si vous n'investissez pas votre énergie dans votre propre vie, elle devient disponible pour être drainée par les autres. Cela signifie faire des choses qui vous remplissent, non pas parce qu'elles servent un autre but, mais parce qu'elles activent votre vitalité. L'art, le mouvement, la création, les connexions réciproques, la solitude choisie. Huberman a mesuré cela. Les personnes hypersensibles qui consacraient 90 minutes par semaine à des activités de vitalité autonome, des choses qu'elles faisaient uniquement pour elles-mêmes, sans fonction sociale ou productive, ont montré une augmentation de 43% de l'activation du noyau accumbens pendant ces activités. Le système de récompense reconnectait le plaisir à sa propre vie, et non plus seulement à la fonction de réguler les autres. Et après 12 mois de ce protocole, les examens ont montré une inversion complète des schémas de vampirisme neurologique. Mais il y a quelque chose que Carl Jung a souligné dans son avertissement final aux personnes hypersensibles, quelque chose que Huberman a confirmé et que vous devez comprendre. La récupération énergétique ne garantit pas que vous ne serez plus jamais épuisé. Le schéma de devenir un hôte n'est pas causé par un vampire spécifique. C'est une configuration neurologique que certaines personnes hypersensibles développent. Et si vous ne comprenez pas pourquoi vous avez développé cette configuration, vous répéterez le schéma avec des personnes différentes. Carl Jung a identifié 3 raisons pour lesquelles les personnes hypersensibles deviennent des hôtes. Premièrement, la confusion entre empathie et absorption. Les personnes hypersensibles croient que ressentir les émotions des autres signifie assumer la responsabilité de ces émotions. Mais neurologiquement, l'empathie est la reconnaissance, l'absorption est la fusion. Ce sont des processus différents. Deuxièmement, l'identité basée sur la fonction. Les personnes hypersensibles qui n'ont pas développé un sentiment de soi indépendant d'être utile aux autres gravitent naturellement vers des relations où être utile est la fonction principale. Et les vampires émotionnels offrent une source infinie d'utilité. Troisièmement, la peur de l'égoïsme. Les personnes hypersensibles ont souvent été conditionnées à croire que préserver leur propre énergie est de l'égoïsme. Et ce conditionnement crée une culpabilité neurologique chaque fois qu'elles tentent d'établir des limites. Huberman a mesuré ces 3 configurations et a découvert que les personnes hypersensibles avec les 3 configurations actives avaient 87% de chances d'entrer dans une autre relation épuisante dans les 2 ans. Même après une récupération complète. Pourquoi? Parce que le schéma n'était pas dans les relations, il était dans la configuration neurologique qui attirait et maintenait ces relations. Et voici la solution que Carl Jung a offerte dans son dernier écrit sur ce sujet. La différenciation psychique, développer la capacité de ressentir les émotions des autres sans fusionner son identité avec ces émotions. De proposer de la compassion,
sans pour autant offrir son propre système nerveux. Comme outil de régulation externe, Carl Jung a développé un protocole de différenciation que Huberman a testé 70 ans plus tard. Le protocole est simple. Lorsque vous ressentez l'émotion d'une autre personne, nommez-la à voix haute ou mentalement. C'est son émotion. Pas la mienne. Je ressens avec elle. Je ne ressens pas pour elle. Cela semble simple, mais neurologiquement, c'est puissant. Huberman a demandé à des personnes hypersensibles de faire cela constamment, pendant 90 jours, et il a mesuré des changements dans leurs schémas cérébraux, l'hyperactivation dans l'insula antérieure, lorsqu'elles étaient exposées à la détresse d'autrui, a diminué de 52%, mais l'activation dans les régions de l'empathie cognitive, comme la jonction temporopariétale, a augmenté de 34%, le cerveau conservait l'empathie, mais éliminait la fusion, une différenciation au niveau neuronal. Absolument incroyable. Et les personnes hypersensibles qui ont fait cela pendant 90 jours ont montré une réduction de 91% de retombées. Dans des dynamiques de vampirisme énergétique, elles étaient toujours des personnes hypersensibles, elles ressentaient toujours profondément, mais elles avaient développé des frontières neurologiques qui leur permettaient de ressentir, sans être vidées de leur substance. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez probablement reconnu quelque chose de vous-même. Dans ce schéma, peut-être êtes-vous en train d'être vidé de votre énergie vitale en ce moment même. Peut-être l'avez-vous été pendant des années, et vous en êtes enfin sorti. Ou peut-être commencez-vous à réaliser que quelqu'un de proche vous utilise comme batterie énergétique. Si cette vidéo a nommé quelque chose que vous ressentiez, mais que vous n'arriviez pas à expliquer, laissez un super thanks. Non pas parce que j'en ai besoin, mais parce que ce geste est neurologiquement significatif pour vous. Lorsque vous choisissez de soutenir un contenu qui révèle des schémas enfouis depuis 95 ans, vous entraînez votre cortex préfrontal à reconnaître la valeur dans la connaissance qui libère versus la connaissance qui vous maintient prisonnier, R. Et si vous voulez continuer à développer votre différenciation psychique, abonnez-vous à la chaîne, parce que dans les prochaines vidéos, je vais révéler des protocoles spécifiques de Carl Jung et d'Huberman sur la façon dont les personnes hypersensibles peuvent devenir imperméables au vampirisme énergétique sans perdre leur capacité d'empathie. Maintenant, allez dans les commentaires et écrivez un mot. Si vous êtes en train d'être vidé de votre substance, écrivez vidé eux. Si vous en êtes sorti et que vous vous rétablissez, écrivez récupération. Si vous avez reconnu le schéma, mais que vous n'en êtes pas encore sorti, écrivez prise de conscience. Ce n'est pas juste de l'interaction, c'est de l'activation neurologique. Lorsque vous nommez publiquement où vous en êtes dans le processus, vous consolidez la métaconscience qui permet le changement. Carl Jung l'avait déjà alerté en 1928, Huberman l'a prouvé en 2023. Les personnes hypersensibles ne sont pas naturellement des hôtes, mais elles le deviennent. Lorsqu'elles ne reconnaissent pas le schéma de vampirisme énergétique, attends, vous venez de le reconnaître, et la reconnaissance est le premier pas neurologique vers une guérison complète.